Alors du coup, dans cet exercice 1, on vous donnait une réaction et vous demandez du coup, on vous donnait la vitesse de disparition d'un des réactifs, vous demandez d'en déduire la vitesse de la réaction. Et donc vous savez normalement que la vitesse de la réaction, c'est 1 sur le coefficient stoichiométrique fois la vitesse de disparition du réactif. D'accord? Ça, c'est une formule du cours qu'il faut connaître. Donc ici, si j'applique cette formule au cas de l'ammoniac, ça me fait donc 1 quart de la vitesse de disparition de l'ammoniac. OK? Là, il ne faut pas se tromper, c'est dans ce sens-là, voilà, c'est bien 1 sur le coefficient stoichiométrique. Dans l'autre sens, c'est fois le coefficient stoichiométrique. C'est là où vous emmêlez les pinceaux. Parce que vous n'aurez pas votre cours le jour de l'examen. Donc, apprenez bien le sens du coup de l'égalité. Et il ne reste plus qu'à faire l'application numérique. Donc, ça fait 0,06 mol par litre par seconde, puisque une vitesse, ça s'exprime toujours en mol par litre par seconde. La vitesse du coup de disparition de l'oxygène. Donc, on applique la formule, mais dans l'autre sens. Donc, ce qu'on cherche, c'est la vitesse de disparition du dioxygène. Donc, du coup, c'est le coefficient stoichiométrique fois la vitesse. OK? Là, je suis la même formule, mais à l'envers. Donc, ça me fait donc 5 fois la vitesse. Et donc, ça me fait du 0,30 mol par litre par seconde. Vitesse de formation de H2O. Alors, du coup, c'est le coefficient stoichiométrique de H2O que multiplie la vitesse de la réaction. Alors, H2O, c'est 6 fois. Et donc, ça nous fait 6 fois la vitesse de la réaction. Et donc, ça nous fait du 0,36 mol par litre par seconde. Enfin, la vitesse de formation du monoxyde d'azote. C'est donc le coefficient stoichiométrique du monoxyde d'azote fois la vitesse. Et donc, ça nous fait du 4 fois la vitesse. Ça fait du 0,24. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Alors du coup, dans cet exercice 2, on considère une réaction. Donc on va appliquer du coup la loi de Van 't Hoff cinétique. Donc c'est la constante de vitesse fois IO3- puissance alpha fois I- puissance bêta fois H+ puissance gamma. Comme le pH est constant, ça aussi c'est constant. Donc du coup, je peux mettre sous la forme K' IO3- puissance alpha I- puissance bêta. Quand vu que c'est constant, je peux mettre dans la constante. Donc ça, du coup, ça devient la constante apparente. Du coup, c'est la constante qui apparaît quand le pH est constant. Voilà, vous l'appelez K', vous l'appelez Ka, Kap, comme vous voulez. Qu'importe. Ensuite, du coup, il nous faut repérer deux expériences pour lesquelles il n'y a qu'une seule des deux concentrations qui varie. Donc, si je regarde bien, si je prends la 1 et la 2, je vois qu'il n'y a que la première concentration qui varie. Donc, elle va me permettre de déterminer alpha. Est-ce qu'il y a d'autres choses que j'aurais pu prendre? Non. Pour alpha, il n'y a que la 1 et la 2 qui sont possibles. Donc, si je prends l'expérience 1 et l'expérience 2, donc je me retrouve avec du coup V
0 de l'expérience 1 qui est égal donc à K' fois la concentration pour l'expérience 1 fois I- puissance bêta pour l'expérience 1. OK. Ensuite, donc vous passez au logarithme, vous faites la différence. Ou alors, si vous maîtrisez les divisions, vous faites directement les divisions. C'est comme vous voulez. Dans le cours, j'ai fait logarithme, donc là, je vais faire la division. Ça, vous aurez les deux techniques. On fait pareil pour l'expérience 2. D'accord, donc je peux faire ça divisé par ça, directement. Et donc, la vitesse initiale pour l'expérience 1 sur la vitesse initiale pour l'expérience 2, c'est égal, K' sur K', ça va simplifier. Alors, IO3- il varie. Donc j'ai IO3- pour l'expérience 1 puissance alpha sur IO3- pour l'expérience 2 puissance alpha. Par contre, les moins pour expérience 1 ou 2 sont les mêmes. Hein. Ça vaut à chaque fois 3. Donc, je me retrouve juste avec le rapport des vitesses égal au rapport des concentrations puissance alpha. Comment est-ce qu'on isole alpha? Là, par contre, on n'a pas le choix, puisque isoler alpha, on est obligé de passer au logarithme. Parce que pour isoler une puissance, on est obligé de passer au logarithme. On n'a pas d'autre choix. Et donc alpha, c'est donc le logarithme du rapport des vitesses sur logarithme du rapport des concentrations. Et si on fait l'application numérique, on trouve 2. C'est ça? Ah, donc vous arrondissez à l'entier, ou au moins en demi-entier le plus proche, parce que des fois on peut avoir des 0,5, ça peut arriver, ou des 1,5. Voilà. On fait pareil, pour trouver bêta, il faut trouver 2 expériences pour lesquelles, excusez-moi, alors il faut trouver 2 expériences pour lesquelles on n'a que la concentration en I- qui varie, pas la concentration en IO3-. Donc au choix 2 et 5 ou 1 et 4. On va faire 2 et 5. Donc de même. Donc bêta, du coup, ça va me donner le logarithme de la vitesse de l'expérience 2 sur la vitesse de l'expérience 5 sur le logarithme de I- pour l'expérience 2 sur I- pour l'expérience 5. Et ça fait 4. J'espère que vous avez compris, c'est très systématique, hein. C'est un exercice pas très dur.
peu dur, c'est de repérer quelles sont les expériences. Donc ici, la 4 ne nous servait à rien. Voilà. Bon, pour qu'elle serve à quelque chose, on va l'utiliser pour calculer K'. Ça nous aura servi à quelque chose. Qu'importe, si vous n'êtes pas trompé dans ces ordres-là, vous prenez celle que vous voulez, ça va donner le même K'. Aux incertitudes près, bien entendu. Donc au chiffre significatif près. Donc comme on sait que V c'est K' du coup I au 3 moins donc au carré fois I moins puissance 4, eh bien je peux isoler K'. K' c'est V sur I au 3 moins au carré I moins puissance 4. Et c'est là où il ne faut pas se tromper, puisque vous voyez, il y a des 10 puissance 2 et des 10 puissance 8. Donc là, il ne faut pas les oublier quand on fait l'application numérique de K. Ici, comme on a des logarithmes de rapport, toutes ces 10 puissances, elles se simplifient. Donc si vous vous trompez, ça n'a aucune incidence. La seule incidence que ça a, c'est quand on va venir calculer K. Voilà, en fait, vous pouvez avoir tout bon à l'exercice, sauf à K, parce que vous avez oublié de mettre les 10 puissances. Donc je vais le marquer de manière littérale ici. Donc ici, comme on sait que 10 puissance 8 V0, ça fait 6,46, c'est-à-dire que V0, ça fait 6,46, 10 puissance moins 8. Il ne faut pas se tromper, du coup, il y a bien un moins ici, parce que c'est 10 puissance 8 fois V0. Si c'était marqué V0 slash 10 puissance moins 8, dans ce cas-là, on a directement le 10 puissance moins 8. Donc regardez bien où est le 10 puissance, devant ou derrière. Donc I au 3 moins, je suis à 3,8 10 puissance moins 2 au carré. Et enfin I moins, je suis à 5,0 10 puissance moins 2. Le tout puissance 4. Donc là on prend la calculatrice et on vient calculer. Alors 6,46 10 moins 8 divisé par 3,8 fois 10 moins 2 le tout au carré fois alors 5,0 fois 10 moins 2 le tout à la puissance 4. Ça me fait du 7,2. Vous avez trouvé ça? Donc 7,2 et vient à l'instant fatidique l'unité. Donc là, pour l'unité, il faut donc l'ordre global de la réaction. Donc ici, je suis en ordre 6. Donc pour un ordre 6, je suis en mol moins 5, litre puissance 5, seconde moins 1. Puisque je suis à l'ordre 6. L'ordre global, il vaut 6 ici. Donc l'unité, c'est bien des mol moins 5, litres puissance 5, seconde moins 1. Il y aura forcément, le jour de l'examen, des points sur l'unité, parce que vous vous trompez toujours là-dessus. Et donc, ça conclut cet exercice. Alors du coup, pour cet exercice 3, on a une réaction, on vous donne l'évolution de la concentration en fonction du temps. Il faut montrer que c'est compatible avec une kinétique d'ordre 1. Donc du coup, on va tester les différents ordres et voir lequel marche bien. Donc je vous rappelle qu'il faut tracer du coup la concentration en fonction du temps pour l'ordre 0. On trace la régression linéaire et moi j'ai trouvé un R carré de 0,9787. Pour la deuxième régression, il faut tracer logarithme népérien de la concentration en fonction du temps. Là, j'ai trouvé un R carré de 0,9999, etc. Et pour la troisième régression, il faut tracer 1 sur la concentration en fonction du temps. Et là, j'ai trouvé un R carré de 0,9795.
Ça dépend du nombre de chiffres significatifs que vous avez pris. Normalement, vous trouvez ça. C'est bon? Donc, on en déduit que l'ordre qui est vérifié, c'est le R carré qui est plus proche de 1. Donc, c'est l'ordre 1. Donc ça, il faut être capable de le faire. Hein. Tracer les trois ordres rapidement. Calcule le R et le mettre au carré. Ensuite, du coup, maintenant qu'on sait que c'est l'ordre 1, donc, si vous avez tracé Y égale AX plus B sur la calculatrice, attention, ça peut dépendre des calculatrices, des fois c'est A plus BX. Hein. Regardez bien. Pour les Casio, c'est AX plus B, mais pour les TI, ça peut varier. Alors, moi j'ai trouvé A, donc pour logarithme népérien, qui vaut moins 0,0500, c'est ça? Minute moins 1, tandis que B, il vaut 4,61. Vous avez trouvé ça? Donc, sachant que la pente, donc A, c'est la constante de vitesse moins la constante de vitesse divisée par le coefficient stoichiométrique. Si le coefficient stoichiométrique, il vaut 1, puisque c'est un 1 qui est devant S2 au 6 de moins. Donc là, la constante de vitesse, c'est juste moins la pente. Et donc, on a que la constante de vitesse, elle vaut donc 5,00 10 moins 2, 10 moins 3, minute moins 1. Tout le monde a compris le raisonnement? Au final, on vous demande le temps de demi-réaction. Là, on ne vous demande pas de le démontrer, donc vous donnez directement la formule. Donc, pour un ordre 1, attention, la formule dépend de l'ordre. Mais pour un ordre 1, on a que le temps de demi-réaction, c'est logarithme népérien de 2 sur le coefficient stoichiométrique fois K. Donc ici, ça nous fait donc ln de 2 sur K. Il faut juste calculer. Ça nous fait combien, ça? Ça fait du 139 minutes. Donc si on vous demande de calculer un temps de demi-réaction, pensez toujours à vérifier est-ce que le temps que je trouve, il est bien cohérent avec mes données. Effectivement, ici, si je regarde, initialement j'ai 10, donc le temps de demi-réaction c'est quand j'ai 5, et le 5 est bien entre 100 et 150. Donc le fait que je trouve 139, c'est bien cohérent, du coup, avec le fait, c'est bien le temps de demi-réaction. Donc normalement, je ne me suis pas trompé dans mes régressions linéaires. Et pensez-y toujours à vérifier, ça vous permettra de voir si vous n'êtes pas trompé quand vous êtes tapé sur la calculatrice, parce qu'il faut attraper des logarithmes, vous êtes emmêlé les pinceaux entre le logarithme népérien et le logarithme décimal, ça arrive. Donc pensez toujours à vérifier, est-ce que c'est bien cohérent? Et donc ça conclut cet exercice. Alors du coup, dans cet exercice 4, donc on a la vitesse qui est égale à K fois les concentrations puissance 1, puisque c'est d'ordre 1. Et comme on a les conditions des proportions stoichiométriques, on peut donc simplifier la vitesse sous la forme K fois H au moins au carré. Donc on a un ordre apparent de 2. Et donc je peux appliquer les mêmes formules que ce qu'on a vu dans le cours. Donc la vitesse c'est K fois la dérivée de H au moins par rapport au temps, mais c'est également moins la dérivée de H au moins par rapport au temps, par définition. Et donc je peux intégrer ça comme dans le cours. Et ça va me donner, en intégrant, que 1 sur la concentration initiale en H au moins est égal, 1 sur la concentration en H au moins égale 1 sur la concentration initiale en H au moins plus K fois le temps. Attention, c'est un plus, puisque quand on intègre, ça fait moins. D'accord? 1 sur x au carré s'intègre en moins 1 sur x. Ok? Donc là, c'est bien un plus. Ok?
Donc l'erreur courante que vous faites, vous dites c'est d'ordre 1, donc j'ai des logarithmes. Non, c'est d'ordre 1 pour chacun, donc l'ordre apparent est de 2, donc je suis en 1 sur la concentration. Attention à ne pas confondre ordre partiel et ordre apparent ou ordre global de la réaction. Ce ne sont pas les mêmes choses. OK pour l'erreur à éviter? Donc traduisez bien l'énoncé et une fois que vous êtes sur la forme la vitesse égale k fois une concentration à une certaine puissance, là vous pouvez intégrer. Mais n'intégrez pas avant. Donc soit on a les proportions géométriques, soit on a la dégénérescence de l'ordre. Ça, on a déjà fait ça dans l'exercice 2. La dégénérescence de l'ordre. On peut enlever des ordres. Si ça avait été 1 en excès par rapport à l'autre, effectivement on aurait eu un ordre 1 et effectivement on aurait eu un logarithme. Mais là, ce n'est pas le cas. Donc lisez bien du coup l'énoncé et essayez de bien le traduire. Une fois qu'on a fait ça, on a terminé, puisqu'on vous dit juste que au bout de 2 heures, on sait qu'il en reste 25%. Donc on isole K, parce que c'est ce qu'on cherche. Donc K, c'est donc 1 sur le temps, facteur de 1 sur la concentration, donc à l'instant T, moins 1 sur la concentration initiale. On vous dit qu'il en reste plus que 25% au bout de 2 heures. Donc je marque 1, si on veut laisser en heure, 2 fois. Alors, 25% de 1 10 moins 2, ça fait 2,5 10 moins 3. Et il faut juste faire l'application numérique. Alors, 1 sur 2 fois, j'ouvre une parenthèse, 1 sur 2,5 10 moins 3. N'oubliez pas vos parenthèses autour de 2,5 10 moins 3 quand vous tapez à la calculatrice. Moins 1 divisé par 1 10 moins 2. Et ça me fait du 150. Unité, ordre 2. D'accord? Donc ordre 2, c'est des mol moins 1, litres. Et du coup ici, heure moins 1. Attention, l'unité dépend de l'ordre. Ici, c'est un ordre 2. Donc, c'est bien des mol moins 1, litres, heure moins 1. Ce serait bête d'avoir bon au nombre, mais pas à l'unité. Alors, du coup, dans cet exercice 5, tout d'abord, vous demandez d'établir l'expression de la concentration en fonction du temps pour 3 ordres différents. Donc, on commence du coup par l'ordre 0. Donc, je vais appeler C la concentration. Hein. Ça ne vous dérange pas. Ce qui nous donne donc, pour un ordre 0, que la vitesse, c'est K fois la constante puissance 0, c'est-à-dire K. Mais la vitesse, c'est également moins 1 sur le coefficient stoichiométrique fois la dérivée de la concentration par rapport au temps. Je sépare les variables. Ça me fait donc dC qui est égal à moins K dt. J'intègre. Ça me fait donc que c'est C0 moins KT. On fait pareil du coup pour l'ordre 1. La vitesse pour un ordre 1, c'est K fois la concentration puissance 1. Ça reste valable. Je sépare mes variables. Ça me donne donc dC sur C qui est égal à moins K dt. J'intègre. Ça me fait donc logarithme népérien de C égal à logarithme népérien de C0
moins kt. Voilà, ça c'est des démonstrations à savoir faire par cœur. La seule chose qui change dans tous les exercices, c'est ça. Tout le reste, c'est la même chose. Il nous reste l'ordre 2 maintenant. Donc pour l'ordre 2, la vitesse, c'est k fois la concentration au carré. C'est toujours égal à moins la dérivée de la concentration par rapport au temps. Je sépare mes variables. Ça fait la différentielle de la concentration sur la concentration au carré qui est égale à moins k dt. Attention, du coup, ça s'intègre en moins 1 sur c. Donc on a donc ici moins 1 sur c égale moins 1 sur c0 moins kt. On peut tout mettre avec des plus. C'est donc 1 sur c égale 1 sur c0 plus kt. Voilà. Là, le piège, c'est d'oublier les moins qui sont ici. Tout s'intègre en moins 1 sur c. Alors, pour chacun des ordres précédents, quel graphe doit-on tracer? C'est toujours les mêmes. Donc, pour un ordre 0, on doit tracer la concentration en fonction du temps. Pour un ordre 1, on doit tracer logarithme népérien de la concentration en fonction du temps. Et pour un ordre 2, on doit tracer 1 sur la concentration en fonction du temps. Reste donc à calculer les R carrés de chacune des 3 régressions linéaires. Alors, j'ai trouvé un R carré de 0,9418 ici. Pour l'ordre 1, j'ai un R carré de 0,997. Et pour l'ordre 2, j'ai un R carré de 0,881. Quel est l'ordre du coup? C'est 1. Bon, c'est pas toujours 1 la réponse, hein, mais bon. Ici, c'est 1. La constante de vitesse, du coup, c'est la pente. Hein. Je vous rappelle que pour un ordre 1, la pente, c'est du coup moins la constante de vitesse sur le coefficient stoichiométrique, qui ici vaut 1. Et donc, j'obtiens une constante de vitesse, du coup, qui vaut ici 1,010-3. Vous avez trouvé ça? -3, on était en seconde. Moins 1, puisque c'est un ordre 1. Donc la constante de vitesse est en temps moins 1. Voilà. Calculer le temps de demi-réaction. Dans le cas d'un ordre 1, le temps de demi-réaction, on ne demande pas de démontrer, on demande juste de le donner. Hein. Calculer. Voilà. Regardez bien si on vous demande établir ou si on vous demande calculer. Hein. Ce n'est pas la même question. C'est juste calculer, ben on donne juste le calcul. Alors ça fait combien? Ça fait 693 secondes.
Que devient ce temps de demi-réaction pour une concentration initiale en éthanol d'éthyle de 10-2? Eh bien, dans le cas de l'ordre 1, ça ne dépend pas de la concentration, donc il ne bouge pas. Reste la dernière question, qui est un peu la question la plus compliquée de cet exercice, qui porte sur l'énergie d'activation. C'est la première fois qu'on l'a fait. Alors là, il faut regarder l'énergie d'activation. Est-ce qu'on a plein de valeurs ou est-ce qu'on n'en a que deux? Donc, est-ce qu'on résout un système ou est-ce qu'on fait une régression linéaire? Donc là, on n'en a que deux, donc on va faire un système. Donc, je vous rappelle que par définition, d'après la loi d'Arrhenius, la constante de vitesse, c'est le facteur pré-exponentiel exponentiel de moins l'énergie d'activation sur RT. D'accord? Donc si je passe au logarithme népérien, le logarithme népérien de la constante de vitesse, c'est le logarithme népérien du facteur pré-exponentiel moins EA sur RT. J'ai donc deux inconnus, j'ai deux valeurs de K, les inconnus étant le facteur pré-exponentiel et l'énergie d'activation. Donc j'ai un système à résoudre. Donc mon système, c'est donc ln de K1 égale ln de A moins EA sur RT1 et ln de K2 égale ln de A moins EA sur RT2. D'accord? Donc si je fais la différence des deux, le facteur pré-exponentiel se simplifie. Donc je me retrouve avec logarithme népérien de K1 moins logarithme népérien de K2, c'est donc moins EA sur RT1 plus, parce que moins par moins ça va faire plus, EA sur RT2. Moi ce que je veux c'est isoler EA, donc je vais le mettre en facteur. Ça fait donc EA facteur de 1 sur RT2 moins 1 sur RT1. Et donc EA, tout simplement, c'est la différence des logarithmes, et cette fois-ci népériens, sur la différence des inverses des températures, 1 sur RT2 moins 1 sur RT1. Attention, signe, forcément, vous devez trouver une énergie d'activation qui est positive. Voilà. Il ne reste plus qu'à faire l'application numérique. Alors, attention à bien prendre le bon bouton de la calculatrice, c'est le logarithme népérien qu'il faut prendre. On met une parenthèse. Logarithme népérien du coup de 8,83 fois 10-3 moins logarithme népérien de 6,57 fois 10-2, le tout divisé par, j'ouvre une parenthèse, 1 divisé par 8,314, non 8,31 ici, fois la température, attention, il faut la convertir en Kelvin. Donc les 450 degrés, il faut les convertir en Kelvin. Il faut rajouter 273 pour convertir du coup en Kelvin.
hop, je referme ma parenthèse, moins 1 divisé par 8,31, j'ouvre une parenthèse. Alors, c'est quoi la deuxième température? C'est 500. Et ça me fait du 199 kJ par mol, normalement. Vous trouvez du 199, 10 puissance 3 joules par mol. Faites bien votre calcul. C'est bon? Là, faites attention, il y a plein de parenthèses à mettre dans tous les sens. Quand vous refaites ce calcul chez vous, hein, pour retrouver les 199, il y a plein de parenthèses. Il faut vraiment s'entraîner à ne pas oublier une parenthèse quelque part. La question, dernière question, c'est du coup à quelle température on a trouvé la constante précédente. Donc là, on applique la formule, mais à l'envers. D'accord? On a K1, on a K2, ce qu'on cherche, c'est la température. Vous prenez celle que vous voulez comme constante. Donc là, on va appliquer ça avec 3. On peut l'appeler K si vous voulez. Hein. Donc on a du coup la même formule. C'est là. Combien c'est là? 6,2. Donc on a donc ln de K moins ln de K2 qui est égal à moins EA sur RT plus EA sur RT2. Ce que je vais isoler, c'est T. Donc on a EA sur RT qui est égal à EA sur RT2 moins ln de K moins ln de K2. Donc si je veux T, il faut que je prenne l'inverse de ce que j'ai. Alors si je prends l'inverse, T, ça me fait donc du coup du 1 sur... Alors EA sur RT2, donc hop, 1 sur T2 plus moins R sur EA ln de K moins ln de K2. Encore une fois, plein de chances de se tromper hein. Quand on fait l'application numérique. Là, il y a énormément de parenthèses dans tous les sens. Alors, ça nous fait du 1 divisé par 1 divisé par T2 qu'il faut mettre en Kelvin. Hein. Donc, c'est 500 plus 273. Moins 831 divisé par EA qui valait 199 10 puissance 3 que multiplie la différence des logarithmes. Il valait combien déjà le K? C'était 1 10 moins 3 il me semble, de mémoire. Oui. Okay. Ça me fait du 678 Kelvin. Soit du
400 degrés. Alors, est-ce que c'est logique? Alors, si je regarde, je vois que ma constante de vitesse, vous voyez, elle augmente avec la température. J'ai du 1, 10, moins 3, donc je suis inférieur à 450. Donc, pourquoi pas? Et donc, ça conclut cet exercice. Alors, du coup, pour l'exercice 6, donc on demandait tout d'abord de déterminer si c'est un ordre 0, 1 ou 2 en traçant du coup les 3 régressions linéaires. Alors, du coup, pour l'ordre 0, alors j'ai trouvé un R carré qui vaut, pour l'ordre 0, 0, 81, 25. Pour l'ordre 1, j'ai trouvé un R carré qui vaut 0, 95, 18. Et pour l'ordre 2, j'ai trouvé un R carré qui vaut 0,999998. Conclusion ici, on a un ordre 2. Tout le monde a trouvé ça? C'est bon? Ok. Donc ça, c'est ce qu'il faut savoir faire pour la base, pour le CC. Maintenant, on vous demande d'en déduire la valeur de la constante de vitesse. Donc la pente, attention, pour un ordre 2, c'est plus le coefficient stoichiométrique fois K. Ici, le coefficient stoichiométrique de l'espèce qu'on regarde, c'est ClO3-, donc c'est 3. Ok? Donc ici, du coup, K, c'est la pente divisée par 3. Alors la pente, j'ai trouvé 3,38 10-3. Et il ne faut pas oublier de diviser par 3. Oui. Pour l'ordre 0 et 1. Pour l'ordre 2, c'est plus. Voilà. Puisqu'en fait, quand on intègre, ça fait moins 1 sur la concentration. Et moins par moins, ça fait plus. Voilà. Alors que les autres, ça s'intégrait en logarithme n'est pas rien, avec plus logarithme. Donc c'était un moins. Alors, ça me fait du coup du 1,13 10-3. Attention à l'unité, un ordre 2, c'est donc des mol moins 1, litres, seconde moins 1. Donc ici, vous tombez tous dans le piège, vous oubliez le 3. Voilà. N'oubliez pas, il faut tout le temps regarder le coefficient stoichiométrique de l'espèce qu'on regarde. Alors, pour continuer, on vous donne K à une autre température T. Or, on sait du coup que pour la température T qu'on cherche, on a, d'après la loi d'Arrhenius, que la constante s'écrit le facteur pré-exponentiel moins EA sur RT. Ce qu'on cherche, c'est T. EA, on l'a dans l'énoncé. Par contre, on n'a pas le facteur pré-exponentiel. Donc là, vous avez deux choix. Soit vous calculez le facteur pré-exponentiel, soit vous faites disparaître. Comme vous voulez. Soit vous faites le calcul intermédiaire du facteur exponentiel, soit vous le faites disparaître, puisqu'on sait que K, c'est aussi A exponentielle de moins EA sur RT, mais là, la température, elle vaut 298 Kelvin. Ce qu'on vous dit dans l'énoncé. Alors, or, K, qui est ici, c'est donc A exponentielle de moins
EA, je vais l'appeler T0, qui vaut 290 Kelvin. D'accord? Donc, soit vous calculez A grâce à ça, soit vous faites le rapport des deux, et donc les A se simplifient. Voilà. Donc, si on fait le rapport des deux, alors un rapport d'exponentielle, c'est l'exponentielle de la différence. D'accord? Et donc là, je peux isoler directement T0. Donc en prenant le logarithme, donc logarithme népérien, donc au final, la température qu'on cherche, alors du coup ça fait 1 sur T moins 1 sur T0. Ça nous fait du 1 sur, donc je vais faire passer ça de l'autre côté, ça va rester, donc il va me rester 1 sur T0. C'est ça qui va passer de l'autre côté, ça va rester donc plus R sur EA et N de K sur K'. Voilà. Donc soit vous faites ça, soit vous calculez la valeur de A que vous réinjectez là-dedans. Voilà. Vous avez deux choix. Ça évite les calculs intermédiaires et donc de se tromper. Il faut juste faire l'application numérique. En faisant attention du coup aux unités. Donc il faut faire du coup 1 sur 298 plus 831 divisé par EA qui vaut 47 mais kilojoules. Donc 10 puissance 3 multiplié par logarithme népérien. Donc K, c'était le premier qu'on a trouvé, il valait combien? 1,13 10-3. K', c'est le nouveau qui vaut 3,1 10-3. Donc normalement, si on ne s'est pas trompé, la température doit être plus grande puisque la constante de vitesse est plus grande. Alors je vais voir si je ne me suis pas trompé. Alors ça nous fait du 1 divisé par, j'ouvre une parenthèse, 1 divisé par 298 plus 831 divisé par 47 10 puissance 3 que multiplie le logarithme népérien de 1,13 sur 3,1 et je trouve du 315 Kelvin. La température est plus grande, ça me va, ça allait plus rapidement. Est-ce que ça va pour tout le monde? C'est bon? Donc il y a plusieurs raisons de se tromper, notamment au niveau des unités ici. N'oubliez pas que le EA, il faut convertir l'énergie d'activation, il faut convertir en kilojoules, donc en joules. Voilà. Bon, forcément, si vous avez oublié de diviser par 3 ici, vous avez faux. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions du coup pour cette question 3? Ça va?
Reste la question 4 qui est de calculer le temps nécessaire pour consommer 30% de l'ion hypochlorite à cette température. Donc là, on vous donne K. Donc même si vous êtes trompé à la question 2, vous pouvez faire cette question 4. Donc on a que 1 sur la concentration, c'est 1 sur la concentration initiale, plus 3 kT. D'accord? Bon, je l'appelle K', donc on va laisser K'. Ok. Donc on dit qu'on en consomme 30%. C'est ça, hein? Donc si on a consommé 30%, il m'en reste 70%. Donc ici, du coup, j'ai 70% de ces zéros. Donc 0,7 c'est 0. Et donc le temps, c'est juste 1 sur 3K', facteur de... Donc 0,7 c'est 7 dixièmes. Hein. Donc quand je fais l'inverse, ça me fait 17e. Il ne reste plus qu'à faire l'application numérique. Alors, ça me fait du 1 sur 3 fois K' qui vaut 3,1 10-3 fois 10 sur, j'ouvre une parenthèse, 7 fois C0. Or, C0, c'est du 1,27 10-2. Moins 1 sur C0, donc 1,27 10-2. Ça me fait du 3628,29 secondes. Donc forcément, comme c'est fait à une température plus grande, c'est plus rapide que les données expérimentales qui sont données ici. Hein. Puisque les données expérimentales étaient à 298. Donc là, si je calcule à la température du coup de 315 Kelvin, j'atteins plus rapidement les 30% que les données expérimentales. Donc c'est tout à fait logique. Alors du coup, pour cet exercice 7, alors tout d'abord, on vous dit qu'on opère en présence d'un large excès de fer 3+, et qu'on remarque que T1,5 est indépendant de la concentration initiale en ceci. Donc déjà, il faut marquer l'expression de la vitesse. Donc la vitesse, elle s'exprime K fois concentration en fer 3+, puissance l'ordre en fer 3+, fois la concentration en étain, puissance son ordre. C'est l'inverse. Voilà. Maintenant, on vous dit qu'on a un large excès de fer 3+. C'est-à-dire que ça, on peut l'appeler Kap. Ok, puisque si ça c'est en excès, sa concentration ne va pas varier. Donc on se retrouve dans les cas où on connaît l'expression de T1,5 par cœur. Donc si c'était un ordre 0, on aurait T1,5 qui vaut C0 sur, alors
2 fois 1, donc 2 fois k apparent. Si c'était un ordre 1, on aurait t1,5 qui vaut logarithme népérien de 2 sur k app. Et pour un ordre 2, ce serait t1,5 qui est égal à 1 sur k fois c0. OK. Ici, on vous dit que c'est indépendant. C'est ça, indépendant. Donc, on sait qu'on a l'ordre 1 et donc P vaut 1. OK. Et n'oubliez pas de justifier au tout début qu'on se ramène bien juste à l'ordre P. Voilà. Par exemple, si on avait mis dans les proportions stoichiométriques, on aurait trouvé que P plus Q est égal à 1. OK. Donc, il faut bien d'abord se ramener à un seul ordre et après on déroule. Ça tout le monde pour la logique? Donc là, on fait une deuxième expérience où on met cette fois-ci un mélange stoichiométrique. Donc les mélanges stoichiométriques, ça vous pose souvent plus de difficultés. Donc on sait maintenant que la vitesse, elle s'écrit k fois la concentration en étain c'est la concentration en fer, excusez-moi, puissance Q fois la concentration en étain. Et ça, on a démontré avec la question 1 que ça valait 1. OK. Or, on est dans les proportions stoichiométriques. Donc, les proportions stoichiométriques, je vous rappelle que ça correspond du coup aux concentrations divisées par le coefficient stoichiométrique. Ici, vaut 2, qui est égal à la concentration en étain divisé par son coefficient stoichiométrique, ici 1. D'accord, j'ai juste traduit le fait qu'on est dans la proportion stoichiométrique. On veut l'ordre par rapport à fer 3+. Donc on va ne laisser que des fer 3+. Donc je remplace étain par fer 3+, divisé par 2. Ce qui me fait donc une vitesse qui vaut k fois fer 3+ puissance Q, fer 3+ sur 2 puissance 1. Donc je peux regrouper tous les fer 3+ ensemble. Ça me fait k sur 2 fois fer 3+ puissance Q plus 1. Ça pour tout le monde. Maintenant qu'on a l'expression de V en fonction d'une seule des concentrations, on peut dérouler l'intégrale comme d'habitude. Là, on vous demande établir. Établir, ça veut dire calculer l'intégrale. C'est comme dans l'exercice 5. Établir, ça veut dire démontrer. Donc on fait comme d'habitude. On dit que la vitesse, c'est égal à moins 1 sur le coefficient stoichiométrique fois la dérivée de la concentration par rapport au temps. Donc là, les deux vont simplifier. Et je vais juste me retrouver avec la dérivée de la concentration sur
la concentration puissance Q plus 1 qui est égale à moins K dt. Donc ça, c'est ma relation différentielle. Maintenant, il faut intégrer. Alors, l'intégrale de d de x sur x puissance 1 plus alpha s'intègre en Ça vous dit rien? Moins 1 sur alpha, 1 sur x puissance alpha. 1 sur x carré, ça s'intègre en moins 1 sur x. 1 sur x au cube, ça s'intègre en moins 1 demi de 1 sur x carré. Il faut connaître ces intégrales. Hein. Ce qui me donne donc ici, quand j'intègre, moins 1 sur Q, facteur de 1 sur la concentration en fer 3+, puissance Q, moins 1 sur la concentration en fer 3+, initiale, qui est égale à moins KT. D'accord? Donc maintenant, on vous demande de déterminer Q, sachant que T1,5 divisé par 4, quand on multiplie par 2, la concentration initiale. Donc ça c'était un. Donc du coup c'était un demi. Hein. Non, c'est T. Et donc T1,5, c'est moins par moins, ça simplifie. 1 sur Q fois K. Moins 1 sur faire 3 plus initial puissance Q. Bon là on ne peut pas simplifier. Hein. Parce qu'un nom puissance Q moins un nom puissance Q, il n'y a pas de formule. Hein. Enfin, s'il y en a une, mais après ça dépend de Q avec des formules binomiales, etc. Enfin, voilà. On va laisser ça comme ça. Donc on dit que T1,5 est divisé par 4. Bon, on va tester les différents cas et on va voir si ça marche. Alors, si Q vaut 1, comment varie mon T1,5 quand je multiplie la concentration par 2? Donc on multiplie par 2 les concentrations initiales. C'est-à-dire qu'ici, à la place d'avoir la concentration initiale, j'ai 2 fois la concentration initiale. OK? Donc le nouveau T1,5 va valoir 1 sur QK, ça ne va pas changer ça. 1 sur, donc les deux vont simplifier, la concentration initiale puissance Q, moins 1 sur 2 fois la concentration initiale puissance Q. Et là,
c'est le tout qui a la puissance Q. Donc, je peux remarquer ça comme 1 sur Q K0. Je peux factoriser par la puissance Q. « 1 moins 1 sur 2 puissance Q ». Et ça, si je factorise pareil, ça me fait 1 sur QK faire 3 plus puissance Q, facteur de 1 sur 1, 2 puissance Q, ça fait 2 puissance Q, moins 1. Alors c'est Q vaut 1, ça me fait 2 moins 1, ça fait 1. Ici, ça fait 1 moins 1 demi, ça fait 1 demi. Donc, est-ce que ça marche? Non. Parce que du coup, j'ai divisé la concentration par 2. Maintenant, si je fais pareil, pour Q égale 2, ça fait 2 au carré moins 1, ça fait 3. 1 moins 1 quart, ça fait 3 quarts. Et donc, passer de 3 à 3 quarts, il faut diviser par 4. Donc, du coup, Q vaut 2. Voilà, c'est tout bête à la fin. Vous avez compris le raisonnement? On teste 1. 1, ça va faire 2 moins 1, ça fait 1. 1 moins 1,5, ça fait 1 demi. Donc pour passer de 1 à 1,5, il faut diviser par 2. Or, on vous dit dans l'énoncé qu'on a observé que c'est divisé par 4. Donc Q ne vaut pas 1. On teste 2. 2 puissance 2 moins 1, ça fait 3. 1 moins 1 quart, ça fait 3 quarts. Pour passer de 3 à 3 quarts, il faut bien diviser par 4. C'est bien ce qu'on observe expérimentalement, donc Q vaut 2.